Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'internaute.com. Question argent, votre rendez-vous où des experts viennent répondre à vos questions pour vous aider à bien gérer vos finances personnelles. Et aujourd'hui, nous allons parler de crédit immobilier et plus précisément d'assurance emprunteur. C'est un élément incontournable pour bénéficier d'un financement. Et pour cela, nous recevons Ludovic Usieux, qui est cofondateur du courtier en crédit immobilier Artemis Courtage. Bonjour Baptiste Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pendant 30 minutes, les lecteurs vont donc vous poser des questions autour de cette assurance emprunteur. Et on a vu que le cadre législatif avait bougé dans le cadre de la loi Hamon qui a été adoptée, présentée, publiée au milieu du mois de mars. On va commencer tout de suite par la question de Serge qui vous demande « Bonjour, est-ce qu'une assurance décès invalidité est suffisante pour assurer un prêt ?» Alors c'est une bonne question, il y a plusieurs composantes dans une assurance emprunteur. On a coutume de parler de formule de base, décès invalidité, c'est la question de Serge. Il y a deux points de vue. Le premier c'est de savoir quel objet on finance. Est-ce qu'on finance une résidence principale ou un investissement locatif qui va engendrer des revenus fonciers, auquel cas on peut se satisfaire d'une simple formule décès invalidité. Parce qu'en cas d'incapacité temporaire de travail, on a un locataire qui va lui continuer à verser ses revenus fonciers et il n'y aura pas de perte de revenus sèche. En revanche, quand on finance sa résidence principale, on va plutôt se tourner vers une formule plus complète avec décès invalidité, mais aussi une couverture en cas d'incapacité temporaire de travail. Donc il faut bien distinguer selon qu'on achète une résidence principale ou qu'on fait un investissement locatif. D'accord. Donc, si Serge, c'est un investissement locatif, effectivement, l'assurance décès invalidé peut suffire. Absolument. C'est même un bon conseil. D'accord. Question de Béatrice. Bonjour. Est-ce que l'assurance emprunteur est une assurance obligatoire comme peut l'être l'assurance auto ou l'assurance habitation ? Alors c'est un peu un marronnier, hein. C'est une question qui revient assez souvent dans l'assurance emprunteur. On en a beaucoup. C'est pas une obligation dans le sens contrainte juridique, c'est pas une obligation qui découle d'une loi ou d'un décret. Cependant, la banque prêteuse, dans l'écrasante majorité des cas, va conditionner le décaissement des fonds à la souscription d'une assurance emprunteur. Donc je contourne un peu la réponse. Dans les faits, c'est non, ce n'est pas une obligation légale. Dans la pratique, dans 99% des cas, les crédits immobiliers sont tirés avec une assurance emprunteur qui vient couvrir les risques de la vie pour les emprunteurs qui ont souscrit le crédit. D'accord. Alors Alice nous demande, est-ce que vous connaissez les principales sources de refus d'assurance pour un prêt ? Ils sont de plusieurs ordres. En général, les sources de refus sont des sources médicales. Comme vous le savez sûrement, au moment de la souscription et de l'adhésion de l'assurance emprunteur, selon l'âge de l'emprunteur et selon le montant, le capital à assurer, il y a une batterie de questions ou d'examens plus ou moins importantes. Et en fonction des réponses qu'on apporte au questionnaire médical ou des résultats des tests médicaux, ça peut provoquer soit des demandes complémentaires d'informations, soit éventuellement des exclusions au contrat, soit des surprimes. Et le cas le plus radical, entre guillemets, c'est le refus de l'assurance d'assurer l'emprunteur pour sa demande de crédit. Ce qui veut dire qu'une décision d'assurer ne se prend pas en 2 minutes. Non, vous avez raison. Il faut un certain délai. Il y a un certain délai. Alors, en fonction des montants et de l'âge de l'emprunteur, c'est plus ou moins simple et plus ou moins rapide. Les assureurs peuvent se satisfaire d'un simple questionnaire de santé qui va tourner autour d'une dizaine de questions cadres, c'est-à-dire qui reviennent dans tous les contrats d'assurance ou presque. En revanche, quand on monte en âge ou quand on monte en capital à assurer, ça va s'accompagner en règle générale d'un test de sang, d'un électrocardiogramme à plat ou de toute autre formalité médicale demandée par l'assureur. Ce qui veut dire que ça demande le temps de traitement du coup avec tout ça. Si on fait le questionnaire, les vérifications, les examens de santé, il faut combien de temps ? Si tout est OK et que les formalités médicales sont un simple passage vers l'adhésion à l'assurance, c'est quelque chose qui peut se traiter avec formalité médicale sous une quinzaine de jours ou 3 semaines.
Si on entre dans un échange avec le médecin conseil de l'assurance parce qu'il y a des demandes complémentaires, parce qu'il y a des demandes complémentaires d'information ou des demandes complémentaires en termes d'examens médicaux, les délais peuvent être rallongés de plusieurs semaines. D'accord. Ce qui fait que là, par exemple, la loi permet maintenant de changer plus facilement de contrat d'assurance. Là encore, le changement ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut anticiper. Absolument, c'est une opération qui se prépare entre le temps de dénonciation et après le temps pour adhérer à un nouveau contrat. Il ne faut surtout pas sous-estimer les éventuelles formalités médicales. Ça se fait bien, de mieux en mieux. Les compagnies d'assurance sont outillées, équipées pour gagner en temps de traitement et en délai au niveau de la sélection médicale. Mais il est bien évident que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne décide pas le lundi de changer d'assurance emprunteur pour avoir l'adhésion le mardi. C'est quelque chose qu'il faut rappeler effectivement aux internautes. Alors justement, les changements d'assurance, on a pas mal de questions qui nous arrivent. D'abord celle de Jean-Paul qui vous demande « La nouvelle loi permet-elle de changer d'assurance emprunteur en cours de remboursement de prêt ?» Alors oui, la réponse est oui. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé en propos introductif, la loi Hamon est promulguée, publiée au journal officiel. Cependant, nous n'avons pas encore les décrets d'application. C'est-à-dire que le trait pratique de la marche à suivre pour résilier un contrat d'assurance emprunteur en cours de vie n'est pas sorti. Le délai était fixé, en tout cas la date était fixée à la fin janvier et au conditionnel, ce serait plutôt repoussé à l'automne ou à la fin de l'année 2014. Mais parmi les mesures phares de la loi Hamon, en tout cas en ce qui concerne l'assurance emprunteur, il y a la possibilité, au cours de la première année de vie du prêt, la première année d'adhésion, il y a la possibilité de changer d'assurance emprunteur à la condition que les garanties soient au moins équivalentes. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions, mais parce qu'on imagine que ça porte sur les nouveaux contrats, parce que sur les anciens, effectivement, les décrets vont peut-être préciser les choses. On a plusieurs questions autour de contrats en cours. On a l'exemple, par exemple, de Manu qui vous demande « J'ai souscrit une assurance emprunteur en même temps que mon prêt immobilier en octobre 2010. Aujourd'hui, je souhaite résilier cette assurance. J'ai repris les papiers. Je me suis aperçu que dans la notice d'information, aucun chapitre ne traitait de la résiliation. Il n'y avait aucune précision sur les modalités, les dates d'échéance et les éventuels frais. Est-ce normal? Est-ce que je peux résilier cette assurance ?» Alors, Manu fait partie de 80% des emprunteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la répartition entre les assurés qui sont assurés au travers d'un contrat groupe distribué par la banque qui a tiré le crédit et ceux qui bénéficient d'une assurance individuelle, c'est de l'ordre de 80-20. 80%, ce qui est un pourcentage plus que dominant. Oui. Il n'y a pas grand-chose de prévu, c'est aussi pour ça qu'il y a eu deux lois en si peu de temps, la loi Lagarde en 2010 et la loi Hamon en 2013. Cependant, il peut se prévaloir du L113-12 du Code des assurances qui permet à date anniversaire, avec un préavis de 2 mois, de demander la résiliation de son contrat d'assurance à la condition toujours qu'il n'y ait pas de carence ou de rupture de contrat d'assurance, que la somme assurée soit toujours assurée et qu'il n'y ait pas de semaines ou de mois pendant lesquels ce n'est plus le cas. Il faudra cependant qu'il ait l'accord de sa banque, de la banque qui a tiré le crédit, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Alors, Manu nous réagit, il vous dit qu'il a demandé des précisions donc à sa conseillère et la réponse qui a été faite, c'est qu'il faut qu'il envoie une résiliation par un courrier recommandé par accusé de réception 2 mois minimum avant la fin de l'échéance de son contrat. Et donc, on lui dit que sa date anniversaire, c'est le 4 octobre 2014 et qu'il devra donc attendre cette date. Oui. C'est normal. Je le confirme, c'est normal. En l'état actuel de la législation. législation semblait assez surpris de et de la réglementation, c'est le cas. Ça rentre dans le cadre des résiliations d'assurance à date anniversaire avec un préavis de 2 mois à dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception. Et ça, la loi ne le change pas? C'est pas prévu pour le moment. Voilà. Mais encore une fois, on attend les mesures d'application et le décret d'application de la loi Hamon. D'accord. En tout cas, la loi Hamon, dans la forme dans laquelle elle a été votée, prévoit cette fenêtre de remplacement et de changement d'assurance emprunteur au cours de la première année.
Les précisions sur les contrats en cours, pour l'instant, on n'en a pas. Et c'est difficile d'imaginer que ce soit rétroactif ou que ça s'applique à tout le stock de contrats. Ouais, vous anticipez la question de Yves, qui a un ami qui a contracté un crédit immobilier en 2013 avec un taux de 3%. Sa banque lui a fait prendre une assurance crédit qui s'élève à environ 60 € par mois. Il vous demande justement, est-ce que vous pensez qu'il peut en changer et est-ce que cela aura un coût et est-ce qu'il y a la rétroactivité de la loi? Les changements d'assurance emprunteur aujourd'hui pour les contrats déjà existants et en cours, c'est de gré à gré. C'est au bon vouloir de la banque. Il faut respecter un certain formalisme qu'on a évoqué, dénonciation à date anniversaire, préavis de 2 mois, lettre recommandée. Mais il faut bien avoir en tête qu'il faut recueillir l'acceptation de la banque sur le changement de contrat, au risque, et ça arrive, on a des assurés qui nous questionnent sur le sujet, au risque d'adhérer à une nouvelle assurance individuelle, comme ça semble être le cas et la demande de votre internaute, mais de continuer à avoir à régler l'assurance groupe qui a été contractée au départ. C'est un risque réel. Oui, donc le risque, c'est d'avoir 2 assurances. Absolument. Pour un même, et du coup, pour un même objet, pour un même crédit. Et qui ne pourront pas se cumuler si un sinistre arrive. Absolument. Question de Guillemette qui vous demande: je ne comprends pas bien à quoi correspond le taux d'intérêt si on doit payer en plus une assurance. J'ai l'impression de payer 2 fois la même prestation. Je ne comprends pas le sens de la question. Pourquoi ça se cumule avec le taux d'intérêt du crédit? Oui. D'accord. Je pense qu'on va c'est ça. Cela. D'accord. Le taux d'intérêt du crédit, c'est le taux auquel se rémunère la banque pour vous prêter une somme d'argent sur une durée en général longue sur les crédits immobiliers, 15, 20, 25 ans. Parce qu'il faut savoir que dans l'écrasante majorité des cas, les banques se refinancent, empruntent de l'argent pour vous prêter de l'argent en bout de ligne, que chaque mois vous remboursez des mensualités qui en général sont fixes, en tout cas c'est bien ancré dans le système français, qu'à l'intérieur de ces mensualités, il y a une partie qui va rembourser du capital et une autre partie qui va rembourser des intérêts, c'est-à-dire le coût auquel la banque a acheté son argent et elle le répercute bien évidemment sur vous en bout de chaîne. Et ça n'intègre pas le risque de défaut d'impayé? Absolument pas. L'assurance emprunteur, c'est quelque chose qui protège les emprunteurs en cas de risques médicaux, en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas d'incapacité. C'est quelque chose qui va vous protéger vous. Ce qui protège la banque de la défaillance de paiement, c'est la prise de garantie. C'est une troisième chose. C'est pas le sujet de notre discussion, mais on peut faire une digression rapide. La garantie, c'est ce que la banque va demander que vous preniez au moment de la souscription du crédit. Ça revêt soit la forme d'une société de cautionnement, la plus connue étant Crédit Logement, qui va cautionner et garantir pour vous auprès de la banque le prêt en échange d'un pourcentage de la somme que vous empruntez, ou plus connue, la garantie réelle, c'est-à-dire l'hypothèque. Chez le notaire, c'est un acte notarié et vous avez un gage sur votre appartement ou sur votre maison qui permet à la banque, en cas de défaillance de paiement de votre part et après plusieurs relances, de saisir le bien, de le revendre et de récupérer ce que vous lui devez encore. D'accord. Mais c'est vraiment ces 3 chapitres bien distincts. Une somme d'argent qu'on vous prête à un taux et sur une durée, une garantie qui protège la banque en cas de défaillance de paiement, et une assurance emprunteur qui vous protège vous en tant qu'assuré et vous en tant qu'emprunteur en cas de décès, d'accident de la vie, d'invalidité, d'incapacité temporaire de travail. Oui, parce que c'est peut-être cela que confond en guillemets, c'est qu'en fait, cette assurance, c'est pas la banque ou l'établissement financier qui s'assure par rapport au risque d'impayé, mais c'est une garantie que prend le porteur de l'emprunt. L'assureur, en cas de survenance d'un sinistre, d'un décès ou d'une invalidité, l'assureur viendrait payer entre les mains de la banque le capital restant dû, mais vous transmettriez un bien en pleine propriété ou quasiment à votre époux oui. ou à votre femme en cas de transmission. En cas inverse, on perd le bien, c'est la banque qui le récupère. Ça se termine comme ça. S'il n'y a pas d'assurance emprunteur et qu'il n'y a pas eu de prévoyance ou de bas de laine ou de somme d'argent permettant de rembourser le crédit, on se retrouve dans des situations très inconfortables. Question de Nicolas. Je souscris à un prêt immobilier et mon banquier m'a affirmé que si je ne prends pas l'assurance du groupe, le taux sera plus élevé. Je viens de recevoir l'offre de prêt. Suis-je en droit de proposer une autre offre d'assurance? Après, la loi Lagarde dispose de la chose suivante, c'est que les banques n'ont pas le droit de faire ce que Nicolas dit dans son exemple. Ouais. Les banques n'ont pas le droit de le faire, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas proposer des taux d'intérêt pour un même projet, un même emprunteur,
ne peuvent pas proposer des taux différents selon que vous souscrivez l'assurance de la banque ou selon que vous arrivez avec une assurance individuelle. La réponse est non. Après, il y a des considérations pratiques. S'il a le temps d'en changer, bien évidemment, il envoie un courrier soit par une voie amiable, soit un courrier recommandé, en se prévalant de la loi Lagarde, en expliquant qu'on lui a proposé 2 taux différents en fonction de l'assurance, s'il souscrivait l'assurance de la banque ou s'il arrivait avec une assurance individuelle. Les choses vont rentrer dans l'ordre. D'accord. Mais encore une fois... C'était aussi la question de Xavier, qui justement se posait la question, c'est est-ce qu'elle en a le droit de procéder ainsi ? Elle n'a pas le droit de le faire, mais j'imagine qu'il n'y a pas d'échange sur le sujet, en tout cas des échanges informels et des donc, échanges oraux. D'accord. Il faut si c'est écrire. l'oral, effectivement, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. C'est difficile à prouver. En tout cas, il est dans son bon droit de vouloir arriver, et c'est les termes de la loi Lagarde, il est dans son bon droit de vouloir arriver avec son assurance individuelle, à condition que les garanties présentées soient équivalentes au contrat d'assurance de la banque. En revanche, et c'est en cela que c'est un peu pernicieux, c'est qu'on est souvent enfermé dans des délais. Quand on signe une promesse de vente, on a 45 jours pour trouver un financement et puis 45 jours supplémentaires pour aller signer chez le notaire. Oui, puis tout à l'heure, on a bien compris que l'analyse du dossier d'assurance était Absolument. pas... Donc s'il a le temps et qu'il a les coups des franches sur le sujet, il peut écrire, il peut échanger et il sera rétabli dans ses droits, c'est une certitude. Mais je ne suis pas certain qu'il ait le temps de dénoncer l'assurance et d'en souscrire une nouvelle. Ça demande une réédition des offres de prêt, puisque l'assurance va être différente. Ça demande de repurger le délai de réflexion à réception de l'offre de prêt de 11 jours, plus le renvoi des offres de prêt, plus l'appel de fonds du notaire, plus la signature. Lui, il est dans la position d'un acheteur, mais il faut bien comprendre qu'il a aussi un vendeur qui a peut-être besoin de cet argent, lui, pour aller acheter un autre appartement ou une autre maison. Ou un autre acheteur qui est en concurrence. Absolument. Donc la réponse est oui, par rapport au cadre législatif. Dans la pratique, c'est souvent plus compliqué parce qu'on est tenu par des délais. Ouais. Du coup, c'est quoi la bonne pratique pour être sûr qu'on a le meilleur taux compétitif, on va dire, par rapport à sa propre situation, indépendamment de l'assurance, c'est de ne pas annoncer la couleur tout de suite, laisser la banque faire la proposition de taux, et ensuite de lui dire, dans un second temps, en fait, la partie assurance, je ne la prends pas, j'ai une autre assurance. C'est la bonne stratégie. Si on sent de la réticence de la part de son banquier à arriver avec une assurance individuelle, une délégation d'assurance, la bonne stratégie, c'est de demander une simulation, un détail du plan de financement, un document qui va précéder l'offre de prêt, avec le rappel des principaux montants, le montant de l'achat, le montant de l'apport, le montant du crédit, la durée, le taux, une période de validité pour cette simulation, parce que les taux bougent, comme vous le savez, à la quinzaine ou au mois. C'est ça, à peu près. Voilà, c'est en général valable 15 jours. Et de dire après qu'il accepte le principe du crédit, c'est-à-dire le taux, la période, la fixité et toutes les conditions de souplesse, qu'en revanche, il décline la proposition d'assurance et qu'il viendra avec son assurance, qui présentera les mêmes garanties. D'accord. Alors, on a évoqué les cas de médicaux tout à l'heure. Du coup, ça a suscité quelques questions, notamment Muriel, qui nous dit qu'elle a eu il y a 11 ans un lymphome folliculaire, qu'elle a dû suivre un traitement et que depuis, elle est en rémission, que depuis 3 ans, elle ne suit plus de traitement à l'hôpital, mais qu'elle est suivie par son médecin et que maintenant, elle attend un enfant, un 3e enfant, et qu'elle souhaite agrandir. Seulement, voilà, son dossier d'assurance a été refusé. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors le premier conseil, c'est éventuellement de le présenter à d'autres assureurs, puisque la décision d'un assureur n'est pas la décision de tous les assureurs. Le médecin conseil d'une compagnie n'a pas forcément la même décision finale et le même diagnostic que dans une autre compagnie. Donc si elle a un peu de temps devant elle, de le proposer à d'autres compagnies d'assurance. C'est la première chose à faire. Et puis demander à se prévaloir, si ce n'a pas déjà été fait, de la convention AERAS, qui est une convention qui permet d'aller au-delà du refus, de représenter le dossier en cas de risque aggravé de santé, avec des décisions qui parfois sont inversées. Des refus qui se transforment en acceptation avec des exclusions et des surprimes, mais en tout cas qui permettent d'avancer dans son projet immobilier. Et il n'y a pas de contrainte de montant, quel que soit le montant de la transaction, on peut accéder à cette convention ? Oui. D'accord. Absolument. C'est pas uniquement sur des biens de faible montant ? Non. D'accord. Et souvent, cette convention est souvent appliquée, effectivement, elle inverse la situation où
Voilà. Là, par exemple, à l'écoute de la description que j'ai fait rapidement, que nous a laissé Muriel, est-ce que son cas vous semblait facilement traitable par l'intermédiaire de la convention? Il est défendable. Après, je reste dans mon costume de courtier en crédit et en assurance emprunteur. Je ne suis pas médecin conseil. Et c'est à la lecture des différents comptes rendus d'opération, des différents entretiens qu'elle a eus au cours de ces années avec les médecins qui l'ont suivi. Et à la lumière de toutes ces informations qu'une nouvelle décision, un réexamen sera pris. Mais c'est bien compliqué. Des questions comme ça, on en a souvent, bien évidemment, puisqu'on fait de la souscription à l'assurance quotidiennement. C'est la même question. Je fais une comparaison qui n'a rien à voir sur la pathologie, mais pour que vous compreniez le sens. C'est comme quand on nous dit qu'on a du cholestérol, est-ce que ça va être, ou du diabète, est-ce que ça va être rédhibitoire, est-ce qu'on va être surprimé? C'est toutes les questions de dosage. Le cholestérol, c'est quoi? C'est à quel niveau? C'est 2,3 grammes, c'est 5, c'est du cholestérol qui met entre guillemets en péril d'autres fonctions vitales. Pour le diabète, c'est la même chose. Quel stade d'avancement? Est-ce que ça vient de se déclarer? Est-ce qu'on vit avec depuis 20 ans? Là, c'est vraiment à la discrétion des médecins conseils. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des procédures et qu'on n'est pas en dernier ressort quand le médecin conseil a dit non. D'abord, il y a d'autres compagnies d'assurance et ensuite, on peut demander à se prévaloir de la convention ERAS avec l'éventualité d'un changement de décision. Mais ce n'est pas automatique, loin de là. D'accord. Question de Bernard, qui justement, lui, a un projet immobilier. Il vous a entendu tout à l'heure parler de la possibilité de faire une hypothèque. C'est ce qu'il aimerait faire. Il a eu un infarctus et sa banque, par contre, semble lui refuser cette solution de l'hypothèque. Est-ce que ça vous paraît être... Déjà, est-ce que l'hypothèque, quand on a un problème de santé, est-ce que c'est une solution? Et si oui, vers qui peut s'adresser pour appliquer éventuellement ce rôle? Ma réponse, elle est en deux temps. Dans un premier temps, il n'y a aucun rapport entre la forme de la garantie et l'état de santé de l'emprunteur. L'hypothèque, c'est ce qui va venir garantir la banque en cas de défaillance de paiement. Et la défaillance de paiement, elle n'est pas fonction de l'état de santé de l'emprunteur. Donc, qu'il veuille souscrire une hypothèque ou faire garantir son prêt par une société de cautionnement, qu'il ait été victime d'un infarctus ou pas, il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de lien de cause à effet. D'accord ? Ensuite, normalement, on peut proposer à son banquier de se garantir plutôt par une hypothèque que par une société de cautionnement ou inversement. Après, certaines banques ont des recommandations ou des préférences pour des considérations logistiques parce qu'en général, une société de cautionnement, ça va plus vite. Parce que ça transfère le risque sur une société tierce plutôt que ce soit à la banque d'endosser le risque, entre guillemets. Et la valeur de l'hypothèque ne peut pas influencer, d'ailleurs, si l'hypothèque dépasse largement la valeur du bien ou de la valeur de l'emprunt, même si on a une difficulté de santé qui peut compromettre l'assurance emprunteur, c'est pas suffisant pour que l'organisme de prêteur se dise oui, bon, là, l'hypothèque, c'est une bonne caution, même si on a un problème, on pourra se financer. Non, c'est deux points différents. La garantie, c'est la marge hypothécaire du bien, c'est la certitude pour la banque de disposer d'un actif à tout le moins équivalent à la somme d'argent qu'elle va vous prêter. Elle se garantit, elle, en cas d'impayé. L'assurance emprunteur, c'est une protection des personnes, une protection individuelle pour se protéger elle-même contre les risques de santé. D'accord. Alors, question de Noam. Son épouse a un traitement médical à vie, mais qui n'a pas de symptômes particuliers. Alors, il se demande si, du coup, dans cette situation, il est facile d'obtenir une assurance emprunteur. Et il se demande surtout, est-ce qu'il y aura un tarif surélevé du fait de la situation de son épouse? Sans connaître la pathologie, c'est difficile de se prononcer. Mais si le sujet est bénin, identifié, traité depuis plusieurs années, qu'il n'y a pas d'évolution dans la pathologie et qu'il n'y a pas de risque, ou en tout cas pas déclaré d'évolution, de perte d'emploi, de perte de mobilité ou quoi que ce soit, on peut imaginer qu'il y ait une exclusion sur la pathologie en elle-même, qu'on soit assuré pour toutes les autres causes de décès, d'invalidité, d'incapacité,
et qu'il n'y ait pas de surprime. Mais encore une fois, sans connaître la pathologie en 1 et sans être médecin conseiller en 2, c'est difficile de lui donner une réponse franche. Si on généralise, donc, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, au cas par cas, il peut y avoir un surcoût, parce que justement le risque étant un peu plus grand par rapport à l'établissement prêteur, donc du coup, il propose une assurance plus élevée, quoi. Parce que la garantie est plus forte. Ça veut dire ça aussi derrière. Parce que le risque est plus grand pour les assureurs, parce que certaines pathologies sont dangereuses en elles-mêmes, mais peuvent aussi avoir de l'influence sur où est la cause d'autres pathologies. Quand on fait du cholestérol, c'est un facteur aggravant de risque cardiaque, par exemple. C'est aussi pour ça qu'il y a des surprimes et éventuellement des exclusions sur un certain type de pathologie. D'accord. On va terminer avec 4 petites questions. La première, elle nous vient de Denis qui vous demande est-ce que le principe de la participation aux bénéfices s'applique toujours à l'assurance emprunteur et si oui, comment faut-il procéder ? C'est une question qui n'est pas tranchée. La participation aux bénéfices, c'est d'imaginer, pour expliquer un petit peu le sens de la question, c'est d'imaginer quand une assurance arrive à son terme et qu'il n'y a pas eu de sinistre, donc on a payé une prime d'assurance pendant X années et qu'il ne s'est rien passé, qu'on ne l'a pas sollicité pour régler un problème de santé, c'est d'imaginer qu'une partie, puisqu'il y a des frais de gestion, il y a des provisions passées par l'assureur, il y a un certain nombre de choses qui coûtent de l'argent à l'assureur. Il y a un principe de solidarité. Aussi, entre les emprunteurs, mais il y a aussi une partie qui est une partie de bénéfices. On pourrait imaginer que les bénéfices soient redistribués entre les emprunteurs en bout de chaîne et qu'une partie soit conservée. La question, elle n'est pas tranchée aujourd'hui. On est toujours sur une position de statu quo, c'est-à-dire sans redistribution de la partie bénéfice aux assurés en bout de ligne. Et c'est difficile de s'en prévaloir. Finalement, c'est pas si flou que ça, alors. Non, mais le principe est louable, c'est juste que ce serait une révolution si voilà, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Question de Julie. Que doit au minimum couvrir une assurance emprunteur? Comment savoir précisément ce qui est garanti ou pas? Alors, la formule de base, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on soit garanti en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. C'est un cas dans lequel vous ne pouvez plus exercer de travail qui vous rapporte gain ou profit et que vous ne pouvez plus vous lever, vous déplacer, travailler, vous nourrir. Ça, c'est la formule de base. Et puis après, les options, c'est l'incapacité temporaire de travail, c'est l'invalidité permanente partielle, c'est la perte d'emploi qu'on voit dans certains contrats et en fonction de la période, on est dans une période aujourd'hui entre guillemets de crise, on a des demandes de cotation de plus en plus fréquentes sur la perte d'emploi. Ça, ce sont les options qu'on peut rajouter dans un contrat d'assurance emprunteur, mais pour avoir les grandes lignes et les grandes masses, pour un investissement locatif, DCPTIA, c'est suffisant, et puis pour un achat de résidence principale, à savoir qu'on va payer une mensualité sans contrepartie, ça va remplacer votre loyer, mais si vous ne pouvez plus travailler, il faut bien avoir une couverture, incapacité temporaire de travail pour que ce soit l'assurance qui vienne vous remplacer dans le paiement des mensualités pendant la période d'arrêt de travail. Donc c'est pas une obligation, c'est quand même très fortement conseillé de se prévaloir de ce risque, qui est un vrai risque et qui est quasiment le plus grand risque sur une période de 20 ans, de devoir s'arrêter de travailler pendant 6 mois ou 1 an parce que pathologie ou parce que accident de trajet et qu'on est éloigné de son emploi pendant une longue période, qu'on a en général des compensations sur les premiers mois de la part de son employeur, mais qu'après on se retrouve dans une période où on doit continuer à payer ses mensualités avec des revenus qui ont fortement baissé. Donc c'est plus qu'un bon conseil de souscrire à la partie incapacité temporaire de travail quand on finance sa résidence principale. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas toujours et qui, selon certains cas, pourraient être utiles, d'autres garanties Oui, bien sûr. Je pense aux grands sportifs ou aux grands voyageurs. Quand on a comme passion de faire du parachutisme ascensionnel, de la spéléologie, de la voile, des sports qui sont dits des sports à risque, il faut bien s'assurer soit qu'il n'y a pas d'activité sportive exclue, soit qu'on est en présence d'un contrat qui ne couvre pas ce sport en particulier, mais on peut demander à l'assureur de racheter l'exclusion, c'est-à-dire qu'on va payer un peu plus cher son contrat d'assurance, mais en échange, on va être couvert pour la pratique de son activité. C'est vrai aussi pour la plongée sous-marine, pour
le pilotage. Voilà. Donc il faut tout dire à l'assurance pour qu'elle puisse au mieux dire ce qu'elle couvre, ce qu'elle ne couvre pas, et qu'ensuite on décide ou pas de prendre les options complémentaires. Oui, tout à fait. Sur les habitudes de vie, sur les pratiques sportives, sur les pratiques de voyage, il faut vraiment s'ouvrir et discuter à bâton rompu avec son assureur ou son courtier. Après, le médical regarde, tout est frappé du secret médical et ça regarde, ce sont des conversations qui doivent avoir lieu entre les futurs assurés et la cellule médicale, le médecin conseil de l'assurance. Mais sur les pratiques de vie, oui. Il y a autre chose. Sur ces sujets-là, il y a de l'autocensure des gens. Les gens ne disent pas tout mais parce qu'ils ont peur d'eux. Sans réticence, hein, dans l'écrasante majorité des cas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de parler de leur passion, c'est parce qu'ils imaginent qu'on a bien le droit de faire de la plongée sous-marine et que c'est pas un sport dit à risque. C'est le cas. C'est aussi à l'assureur ou au courtier d'être un peu curieux et de poser ce type de questions sur les habitudes de voyage, sur les habitudes de sport. Ça doit être du sur-mesure, un contrat d'assurance. Ça doit vous accompagner dans vos déplacements, dans vos loisirs, en anticipant une période de 15 ans ou de 20 ans ou de 25 ans. Il y a un autre point par rapport à la question de Mélanie. Il faut bien prévoir, quand on souscrit la partie incapacité temporaire de travail, il faut bien prévoir, ou en tout cas s'assurer, sans mauvais jeu de mots, poser la question à l'assureur ou au courtier, que le paiement des mensualités par l'assureur en cas d'ITT se fera bien si l'assuré ne peut plus exercer sa profession, et pas toute profession. C'est un jeu de mots, mais qui est lourd de conséquences. C'est-à-dire que si vous êtes, on prend souvent les mêmes exemples dans notre métier, mais si vous êtes chirurgien dentiste ou pianiste, et que vous avez pris un contrat qui ne se déclenche que si vous ne pouvez plus exercer toute profession, on va vous dire vous ne pouvez plus être pianiste, vous ne pouvez plus être dentiste, mais vous pouvez être présentateur télé, donc je ne vous paye pas les mensualités. Faut faire attention à tous les mots ont un sens dans un contrat d'assurance. Et le tout peut être exclusif alors qu'on le pense inclusif. Disons quand vous prenez lecture des 20 pages de conditions particulières ou de conditions générales, dans un langage qui n'est pas le vôtre, qui est un langage d'initié, vous passez sûrement à travers de choses. Il faut absolument demander à votre assureur ou à un courtier si vous avez eu la bonne interprétation des différents articles et des différents alinéas. Celui-là est un des plus connus, mais c'est vrai que assurez-vous que c'est l'empêchement d'exercer votre profession qui va déclencher le paiement des primes. Oui. Et pas le fait de ne pas travailler. Et pas le fait de ne pas travailler parce qu'on imagine que si c'est une profession avec un talent particulier, on pourra toujours faire un job qui appelle peut-être à moins de talent, à moins de capacité intellectuelle ou physique. Et dans ce cas-là... En même temps, on peut comprendre qu'une assurance se dise à un moment donné, la personne pourra un jour retravailler, donc si elle retravaille un jour, j'ai plus besoin de l'indemniser. Ça, c'est prévu, c'est la différence entre l'incapacité temporaire, l'invalidité permanente. Mais dans le cas d'incapacité temporaire, pour un dentiste, s'il se fracture le bras au ski et qu'il est éloigné du travail pendant 1 an, bien évidemment qu'il va retravailler un jour et qu'il retrouvera sûrement 100% de ses capacités. Dans cette attente, il est éloigné du travail pendant 1 an. Il est sûrement capable de faire autre chose qui ne demande l'utilisation que d'une main, mais il va avoir une perte de revenus qui sera peut-être de 1 à 5 ou de 1 à 10 et il ne pourra plus forcément subvenir au paiement de ses traites de crédit et c'est très embêtant. Donc il faut être précautionneux sur la lecture des conditions particulières et des conditions générales. Alors, vous anticipez quelque peu la question de Delphine, ce sera l'avant-dernière. Comment savoir si l'assurance emprunteur est souscrite par un contrat groupe ou un contrat individuel ? C'est écrit en toutes lettres. En petits caractères ou en gros caractères ? En caractères normaux, en police 10. Et c'est en général dans l'introduction, c'est-à-dire qui sont les parties au contrat et on va dire dans la première demi-page, dans la présentation du contrat, vous savez si c'est un contrat collectif ou un contrat individuel. Ça doit être écrit en toutes lettres sur les formulaires d'adhésion et sur les conditions générales, sur la première demi-page, on va dire. Voilà Delphine, la réponse. On finit avec Dorothée qui vous demande comment savoir si la délégation d'assurance correspond bien aux garanties de l'assurance de l'organisme prêteur. Parce que c'est le débat de fond finalement. Ça, c'est une excellente question.
Aujourd'hui, et c'est pour ça que la loi Lagarde n'a pas forcément eu les conséquences attendues, c'est-à-dire une véritable ouverture de la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur, c'est qu'aujourd'hui, c'est aux banques de se prononcer sur le sujet et qu'elles sont, entre guillemets, un peu jugées parties. Les banques distribuent des contrats groupes à l'appui de leur crédit immobilier, mais c'est aussi à elles qu'on va demander si un contrat extérieur qui arrive avec l'assuré présente des garanties équivalentes, alors même qu'elle distribue un contrat concurrent. Je pense que les véritables avancées, elles devraient être là dans l'application de la loi Hamon, c'est d'avoir un tableau de comparaison des garanties, quelque chose qui fasse foi, qui fasse religion sur le sujet. C'est prévu, c'est inscrit ou c'est attendu? On en parle. D'accord. On en parle et qu'il n'y a pas eu besoin forcément de le formaliser dans la loi, un décret, une circulaire, un arrêté pour ouais, mais arbitrer. on peut très bien imaginer que ce soit un tableau disponible sur un site public avec la correspondance des contrats d'assurance et des garanties. Aujourd'hui, c'est une pas présentation claire. Ou une présentation claire, quelque chose un peu comme les tarifs bancaires qui aujourd'hui, certains sont balisés et à ce moment-là, on sait. Mais il faut s'en inspirer. Il y a plus de transparence sur les tarifs bancaires avec des fiches standardisées qui reprennent à peu près les mêmes prestations dans chaque banque. On pourrait imaginer que ce soit le cas. Le travail sera un peu plus complexe, mais sur les contrats d'assurance, parce qu'aujourd'hui, les banques peuvent se réfugier derrière des détails, des points de détail qui ne concernent absolument pas le futur assuré, mais qui leur permettent de dire qu'il n'y a pas équivalence des garanties et qu'elles refusent le contrat individuel pour placer son contrat groupe. En même temps, ça peut être l'une de vos missions. Vous êtes courtier, donc on pourrait estimer dans les services rendus, vous avez aussi cette capacité-là à analyser les contrats d'assurance qui s'opposent et à pouvoir dire, là, il va y avoir une concordance ou là, pas du tout. Là, il y a vraiment une différence. On le fait déjà et la situation aujourd'hui est bien meilleure, ou en tout cas plus ouverte en 2014 qu'en 2010. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, en dernier ressort, c'est la banque qui décide s'il y a équivalence des garanties ou pas. Maintenant, les assureurs sont organisés et présentent des contrats qui normalement ne sont plus trop refusables, présentent un socle de garantie qui est au moins équivalent au contrat distribué dans les banques. Il peut y avoir un risque, s'il y a un travail de fait qui montre que les deux contrats sont vraiment identiques, s'il y a un refus de la banque, on peut estimer que la personne qui s'est vue refuser le prêt attaque la banque parce que elle a prétendu que l'assurance n'était pas correctement. Oui, c'est possible. Il y a sûrement même des affaires en cours. Il n'y a rien qui fait jurisprudence ou autorité aujourd'hui, mais ça pourrait être le cas. Les banques n'ont pas à motiver leur refus, n'ont pas à dire que deux articles sont en confrontation ou deux garanties sont en confrontation. Elle n'a pas besoin de faire 10 lignes sur le sujet, elle a juste à dire oui ou non. C'est son droit de décision de prêteur. Absolument. Très bien. C'est sur cette conclusion que l'on se quitte. Merci à tous les lecteurs qui ont posé des questions. On n'a pas répondu à toutes les questions. On a essayé de traiter tous les sujets que vous nous avez soumis tout au long de cette émission qui touche à sa fin. Merci beaucoup Ludovic Usieux d'avoir répondu à nos questions. Merci à Steve Martin et à toute l'équipe technique. Et nous, on se retrouve bientôt sur l'internet.com pour d'autres questions sur vos finances personnelles.